Pendant que les paysans courbaient l'échine sous le poids d'un labeur interminable dans les champs, derrière les murs imposants des châteaux médiévaux se déroulait une réalité parallèle, aussi luxuriante que secrète. Là, les seigneurs féodaux, maîtres absolus de la terre et des vies qu'il a travaillées, érigeaient un univers où aucune fantaisie n'était interdite et aucune passion n'était proscrite. Ce qui se vivait dans ces chambres cachées n'était pas de simples divertissements nocturnes, mais des manifestations physiques d'un pouvoir qui transformait le privilège en un prétendu droit divin de briser toute frontière morale. Ces orgies, soigneusement passées sous silence dans les chroniques officielles, s'érigèrent comme l'expression la plus pure de l'inégalité féodale. Tandis qu'au peuple on exigeait discipline et obéissance, les nobles s'adonnaient à des excès qui défiennent même les standards les plus libertins de l'histoire. Explorer ces épisodes ne signifie pas seulement déterrer des curiosités scandaleuses, mais aussi déchiffrer les racines d'un système de domination et de privilèges dont les ombres continuent de se projeter sur le monde moderne. Avant de poursuivre ce voyage à travers les passages secrets du pouvoir médiéval, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi en commentaire d'où vous écoutez cette histoire et quelle heure il est dans votre monde. Ainsi, ensemble, nous jetterons un pont à travers les siècles pour faire revivre les vérités les plus cachées du Moyen-Âge. Le féodalisme, avec sa hiérarchie rigide et la concentration absolue du pouvoir entre quelques mains, a créé le terrain parfait pour que germent les pratiques les plus extrêmes de la noblesse. Ce ne fut pas le fruit du hasard, mais la conséquence inévitable d'un système qui plaçait certains hommes au-dessus de toute responsabilité morale ou légale. Là où le paysan pouvait à peine rêver de survivre, le seigneur s'érigeait en maître non seulement de la terre, mais aussi des consciences et des corps. Les manuscrits anciens, écrits dans les monastères ou conservés dans les archives seigneuriales, mentionnaient déjà, dès les premiers siècles suivant la chute de Rome, des coutumes voilées, qui parlaient d'un hédonisme persistant. Beaucoup ont imaginé que le monde médiéval signifiait la fin de l'excès romain, mais la vérité est que ces formes ont changé, s'adaptant à un nouveau contexte où le pouvoir territorial accordait une licence à l'indulgence. L'héritage du banquet impérial a trouvé son miroir déformé dans les châteaux médiévaux. Les chroniques du XIe siècle mentionnent des dîners fastueux, au cours desquels, après les mets, surgissaient des spectacles de danse, de musique et des conforts spéciaux offerts aux hôtes de haut rang. Peu à peu, ces divertissements se transformèrent en rituels liés aux fêtes du solstice ou aux équinoxes, dates ancestrales associées à la fertilité et à l'abondance. Ce qui avait commencé comme une célébration agricole finit par devenir un prétexte au plaisir charnel. Au centre de cette évolution se trouvait le sentiment d'impunité. Plus le domaine d'un seigneur était vaste, plus l'idée s'enracinait qu'aucune limite terrestre ou divine ne pouvait l'atteindre. Ainsi, sous l'éclat des feux de joiestés estivaux ou à l'ombre des murs de pierre, la noblesse édifiait un monde où l'hédonisme n'était pas un écart, mais une partie essentielle de l'ordre établi. Le contraste entre la vie des serfs et celle de leurs seigneurs ne pouvait être plus brutal. Alors qu'un paysan pouvait être durement puni pour une faute mineure, comme une rencontre prénuptiale ou un adultère furtif, le noble qui le gouvernait s'adonnait à des excès qui défiaient tous les préceptes chrétiens. La justice était en réalité un instrument de pouvoir, sévère avec les faibles, indulgente avec les puissants. Dans de nombreux domaines s'exerçait le tristement célèbre droit de cuissage, cette prérogative qui permettait aux seigneurs de réclamer la première nuit de toute jeune mariée de ses terres. Non content de cela, beaucoup entretenaient secrètement de véritables harems de servantes et de demoiselles, toujours disponibles pour satisfaire leurs désirs. Ce n'était pas un simple libertinage, mais l'incarnation physique d'une hiérarchie qui transformait les femmes en symboles de soumission et les hommes puissants en dieux de chair et d'os. Les croisades intensifièrent ce phénomène. Le contact avec Byzance et le monde islamique exposa les chevaliers européens à de nouvelles formes de plaisir et de raffinement sensuel. Ils ne revinrent pas de Terre Sainte uniquement avec des épices ou des tissus exotiques, mais aussi avec des manuscrits érotiques, des techniques inconnues et parfois des concubines ou des esclaves. Les chroniques racontent comment certains barons reconstruisirent des salles entières de leur château pour les transformer en bains orientaux ou en chambres inspirées des harems qu'ils avaient vus en Orient.
Ainsi, l'autorité féodale devint non seulement un domaine politique, mais aussi une licence charnelle. La double morale imposait la discipline au peuple et accordait aux seigneurs le droit de transgresser sans conséquence, créant un ordre social où l'injustice était la norme déguisée en coutume. Au fil des siècles, ces pratiques cessèrent d'être des épisodes isolés pour se transformer en véritables institutions occultes. Dans des régions comme le sud de la France ou la Lombardie italienne, des sociétés discrètes dédiées exclusivement au plaisir charnel apparurent, avec des rites d'initiation, des hiérarchies internes et des célébrations périodiques. Certains documents inquisitoriaux mentionnent des confréries, comme les Chevaliers de la Rose Rouge ou le Cercle du Croissant, qui invoquaient des symboles païens pour justifier leurs excès sous l'apparence d'anciennes traditions de fertilité. Le vin, les breuvages et les herbes exotiques devinrent un des alliés indispensables. Les inventaires de châteaux parlent d'hydromel vieilli, de filtres de vigueur et de plantes orientales préparées pour accompagner des fêtes qui pouvaient durer 3 jours et 3 nuits. Ces substances intensifiaient la taille et l'essence et faisaient tomber les dernières résistances des camps de ceux qui étaient obligés de participer. L'architecture des châteaux révélait également ce monde caché. Des passages secrets reliaient les salles nobles aux chambres réservées aux débauches, souvent décorées de fresques explicites, de piscines intérieures et de systèmes d'éclairage complexes. Un château de Rhénanie alla jusqu'à cacher sous son grand salon une chambre souterraine avec des alcôves, des eaux thermales et des murs peints de scènes érotiques, accessibles uniquement par un escalier dissimulé derrière la cheminée principale. De cette manière, la noblesse non seulement organisait des banquets et des jeux, mais édifiait d'authentiques temples du plaisir où l'interdit acquérait un caractère rituel. C'était des lieux à part, consacrés à l'expression ultime d'un pouvoir qui se croyait absolu. Les orgies féodales n'étaient pas des rencontres improvisées, mais des célébrations planifiées avec une précision minutieuse. Elles coïncidaient souvent avec des moments clés du calendrier agricole et astronomique, solstices, équinoxes et fêtes comme Beltane ou Lammas, transformées en temps parodie du calendrier religieux. Ainsi s'élevait un temps parallèle, un rituel secret où l'excès avait son propre sanctuaire. Les invitations circulaient sous forme de code. Un simple parchemin avec un symbole, un trait de lune, une rose rouge, suffisait à annoncer l'événement à ceux qui étaient initiés au code. Être convoqué signifiait appartenir au cercle intime du pouvoir. Être exclu, en revanche, pouvait annoncer la ruine politique d'un noble. Des messagers fiables transmettèrent des instructions sur la tenue, les offrandes ou même les accompagnateurs qu'on s'attendait à voir. La préparation des espaces exigeait des semaines entières. Des ailes complètes des châteaux étaient transformées ainsi peu avec des tapisseries, des poses exotiques et des lampes qui créaient des atmosphères irréelles. Certains chroniqueurs racontent comment des salles entières devenaient ensemble des jardins artificiels avec des arbres transplantés, des oiseaux exotiques et des fontaines qui versaient du vin rouge et blanc. Chaque détail était calculé pour effacer les limites entre le quotidien et le sacré. Le déroulement de la fête suivait un scénario théâtral. Venaient d'abord les banquets, la musique et les jeux courtois, puis, petit à petit, les spectacles devenaient plus suggestifs. Les danses qui commençaient vêtues de riches atours se terminèrent en nus rituels oints d'huile parfumée. Parfois, des masques de dieux païens donnaient aux participants l'excuse d'incarner des divinités, libérant des désirs inavouables sous le couvert d'un personnage mythique. Ainsi, chaque orgie se transformait en un drame collectif, où le pouvoir se mettait en scène en chair et en os, et où les seigneurs réaffirmaient leur autorité non seulement par l'épée, mais par la domination absolue du corps et du désir. La participation féminine à ces célébrations reflétait les mêmes hiérarchies de la société féodale. Au sommet se trouvaient ensemble les dames nobles, dont la présence variait selon la région et l'époque. Dans certains endroits, notamment en Provence ou dans certaines cours italiennes, elles participaient activement, mais toujours sous la protection de leur rang. Dans des terres plus conservatrices, comme l'Allemagne ou l'Angleterre, elles se limitaient souvent à observer ou à se retirer stratégiquement, laissant la place aux excès de leurs époux sans jamais ignorer leur existence. La situation des femmes de rang inférieur était très différente. Servantes, paysannes ou jeunes filles des villages étaient sélectionnées par un euphémisme de droit de choix.
En réalité, il s'agissait d'une extension du redouté droit de cuissage qui convertissait la beauté d'une jeune femme en monnaie de pouvoir. Elles étaient souvent préparées des jours avant avec des bains parfumés, des épilations rituelles et des onguents aphrodisiaques. Des manuscrits de l'époque décrivent des corps baignés dans l'eau de rose, épilés avec de la pâte de sucre à la manière orientale et oin de vin mélangé à du miel pour rehausser leur douceur. Donc, si Satan leur douceur. Ces pratiques expliquantes impliquaient ensuite rarement un choix libre. Beaucoup de femmes étaient contraintes par des drogues, des aphrodisiaques ou par une pression psychologique irrésistible. Les témoignages mentionnent en fait des mélanges de vin et d'herbes qui brisaient la fête enduit, la volonté et stimulaient soit le désir. Il en résultait des grossesses non désirées, des avortements forcés, des enfants cachés comme orphelins et, dans les cas les plus tragiques, des jeunes femmes qui revenaient en l'âme brisée, hantées par des cauchemars ou poussées au suicide. Les serviteurs masculins n'échapperont pas non plus à cet engrenage. Certains étaient exploités sexuellement, la plupart en revanche agissaient comme des auxiliaires indispensables. Verres servis, linge parfumé, huile et discrètes assistances intimes. Leur silence était garanti par des serments menaçants qui promettaient la mutilation ou la mort à quiconque révélerait les secrets de son seigneur. Ainsi, entre dames protégées et servantes dans dépossédées, entre domestiques d'un contraint au mutisme et nobles abrités par l'impunité, les orgies devenaient le théâtre où s'incarnait, sans masque aucun, l'inégalité absolue du féodalisme. La relation entre l'église médiévale et les orgies féodales fut un miroir de contradictions. Du haut des chaires, les clercs dénonçaient avec véhémence la luxure, imposant de sévères pénitences même pour des fautes mineures. Cependant, ces condamnations atteignaient rarement les puissants. Les confesseurs de la noblesse avaient des coutumes d'adoucir les faux de leurs seigneurs, convaincus que le fardeau du gouvernement justifiait les indulgences charnelles. Mais l'hypocrisie ne se limitait pas au pardon complaisant. De nombreux évêques, abbés et même cardinaux participèrent directement à ces célébrations. Des documents privés mentionnent des banquets où des clercs de haut rang partageaient la compagnie féminine avec les nobles, garantissant ainsi que leurs secrets resteraient protégés par un pacte de silence mutuel. Dans certains cas, des monastères entiers devinrent le théâtre de ces fêtes, déguisés en retraite spirituelle. La corruption atteignait également le plan économique. Après chaque grand festin, les seigneurs avaient l'habitude de faire de généreuses donations aux abbayes ou aux diocèses, et non pas comme un repentir sincère, mais comme un paiement implicite pour les indulgences et la complicité. La confession auriculaire, en théorie un sacrement de rédemption, se transforma en un rituel vide. Les mêmes péchés étaient qu'elle a été racontée mois après mois, accompagnée d'une aumône qui assurait l'absolution automatique. Des doctrines secrètes apparurent même pour justifier ces comportements. Certains textes théologiques soutenaient que, pour les initiés au divin, l'âme ne pouvait être souillée par des actes corporels. Ainsi, les puissants trouvaient un soutien spirituel à leurs excès. Pendant ce temps, au peuple, on imposait la discipline la plus stricte, construisant un double code moral. Un code rigoureux pour les faibles, un autre flexible et complaisant pour les élites. De cette façon, l'Église non seulement toléra, mais dans de nombreux cas, alimenta le cercle du pouvoir et du dévergondage de la noblesse, renforçant l'idée que les règles étaient une entrave exclusive pour les pauvres. Les orgies des seigneurs féodaux n'étaient pas de simples décharges de plaisir. Elles fonctionnaient comme de véritables outils de pouvoir. Être invité à l'une de ces célébrations signifiait appartenir au cercle intime de la domination. Être exclu pouvait annoncer le déclin politique d'un noble. Les invitations secrètes, les symboles énigmatiques et la sélection des participants renforçaient les alliances et punissaient les ennemis. Lors de ces festins, la complicité se scellait par le péché partagé. Nobles et chevaliers, en participant ensemble à des actes interdits par la morale chrétienne, étaient liés par des secrets qui empêchaient de futures trahisons. Un conseiller florentin écrivit que le duc s'assurait d'inclure ses rivaux dans les nuits de débauche, car personne n'ose conspirer contre celui qui partage les mêmes fautes. Ainsi, le libertinage devenait une arme politique. Pour les paysans, la dimension était différente. Lorsqu'un seigneur réclamait les filles,
de ses vassaux pour les fêtes, il n'exerçait pas seulement son désir, mais il montrait son autorité absolue sur les corps et des familles entières. C'était un spectacle calculé pour humilier et rappeler que rien n'échappait au pouvoir féodal. La violence sexuelle se transformait en mise en scène publique de la domination. De plus, ces réunions servaient d'entr'un d'espace de négociation. Au milieu du vin et des masques, des alliances rodeadas conclues, des disputes résolues et des territoires qu'on répartit. Ce qui ne pouvait être réglé dans les cours officielles trouvait une issue entre tapisserie et parfum, dans une atmosphère où la vulnérabilité et l'excès facilitaient les accords. Ainsi, les orgies n'étaient pas seulement des cérémonies de plaisir, mais des instruments de contrôle et de cohésion politique, où la chair devenait monnaie et le désir un lien de pouvoir. Les orgies féodales ont laissé des traces bien plus profondes que les murs de pierre où elles étaient célébrées. Au fil du temps, elles ont miné la légitimité du système, car le peuple observait comment l'austérité était prêchée tandis que les seigneurs s'adonnaient au dindissement, au dévergondage. La méfiance envers l'Église et la noblesse grandit, nourrissant la graine de futures béchimes réformes et rébellions. Les communautés paysannes cherchèrent des stratégies de résistance. Certaines ils pourront avancer les mariages pour protéger les jeunes filles, d'autres cachaient leurs mimzare, les demoiselles, les jours désignés ou simuler des maladies pour éviter la sélection de leurs filles. Ces gestes, à peine mentionnés dans les documents officiels, faisaient partie d'une lutte silencieuse contre les abus féodaux. L'écho culturel de ces pratiques s'étendit sur des siècles. Le carnaval méditerranéen, avec ses masques, ses inversions de rôle et ses licences temporaires, peut être interprété comme une parodie populaire des fêtes aristocratiques. Dans la littérature médiévale, les fabliaux ridiculisaient les clercs et les nobles luxurieux, reflétant le sentiment populaire contre l'hypocrisie. Même dans l'art de la Renaissance, des échos de ces scènes sont conservés, déguisés sous des mythologies de dieux et de bacchanales. Les lois aussi changèrent en réponse. Des édits royaux commencèrent à limiter les abus des seigneurs et à reconnaître de manière naissante la nécessité de protéger les femmes des classes inférieures. La notion moderne de consentement sexuel naquit en partie en réaction à ces excès. Enfin, la mémoire collective transforma le trauma en légende. Les contes de démons qui enlevaient des jeunes filles dans les châteaux ou de nobles punis pour leur luxure sont en réalité des reflets d'expériences historiques vécues par des générations de paysans. La culture populaire a transformé la douleur en récit, l'oppression en avertissement et a ainsi maintenu la résistance vivante. Les orgies féodales étaient bien plus que des épisodes de débauche. Elles constituaient des pratiques institutionnalisées qui révélaient, dans leur crudité, la véritable nature du pouvoir médiéval. Un système qui non seulement exploitait la terre et le travail des paysans, mais revendiquait aussi la domination sur les corps et les désirs. Chaque fête, chaque banquet caché était une dramatisation de l'inégalité, où la noblesse s'érigeait en maîtresse absolue du sacré et du profane. L'Église, loin d'agir comme un frein, participa souvent ou couvrit ses excès, consolidant une double morale qui punissait sévèrement le peuple et accordait l'indulgence aux puissants. Ainsi se renforçait un ordre dans lequel la foi servait de masque et l'impunité de règle. Pour les serfs et surtout pour les femmes, le prix fut dévastateur, des générations marquées par la peur, l'humiliation et le silence. Cependant, de cette douleur surgirent aussi des germes de résistance, des stratégies paysannes, des récits populaires et des réformes légales témoignèrent que l'oppression ne fut jamais acceptée sans réponse. Le souvenir de ces abus se filtra dans les carnavals, les contes, les satires et les lois qui, peu à peu, commencèrent à remettre en question les privilèges absolus. Aujourd'hui, regarder ce passé n'est pas seulement un exercice de curiosité morbide, mais une fenêtre pour comprendre comment le pouvoir s'inscrit dans les corps et comment l'hypocrisie morale peut soutenir des systèmes entiers. L'histoire de ces pratiques nous rappelle que la domination s'exerce rarement uniquement par les épées ou les tribus. Elle se perpétue aussi dans l'intime, dans le secret, dans ce que les seigneurs féodaux appelaient plaisir et qui, pour beaucoup, ne fut qu'une chaîne invisible.